Beaucoup a été dit dans la journée. Une synthèse, évidemment, n'est pas évidente et, à mon avis, même pas possible. Je vais essayer, par contre, de tirer un ou deux, au moins deux fils, deux, trois fils de ma compréhension des choses par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Tout d'abord, je pense que c'est important de rappeler, comme les chercheurs du CRIS et du CRIES plus spécifiquement, mais aussi de quelques autres groupes liés de proches de loin au CRIS, au CRIES, comme par exemple à l'UQAR, l'université de laquelle je viens, le GRIDEC, que Juan Luis et d'autres connaissent très bien, ont toujours mis de l'avant la coproduction des connaissances avec une variété d'acteurs à travers la recherche des modèles comme la recherche-action, la recherche partenariale, etc. Ici, donc, avec ces deux projets que nous ont été présentés ce matin, la perspective, comme les gens directement impliqués l'ont dit, est un peu différente, elle est différente. Ce n'est pas des projets de recherche comme tels, comme le disait Juan Luis Klein, il s'agit de deux expériences qui débordent de l'expérience de recherche comme telle. Donc, je me concentre plus spécifiquement sur ces deux projets, bien que peut-être il y a d'autres expériences similaires, d'autres projets d'accompagnement qui ont été faits aussi par d'autres membres, chercheurs du CRIES, du CRIS. Mais comme la journée, surtout la matinée, portait beaucoup sur... on a débuté avec ces deux projets, j'essaie de me concentrer sur ces deux projets-là. Des projets qui me semblent... qui semble se différencier même des autres projets de recherche, comme je disais, partenariales, traditionnellement conduits par les chercheurs du CRIS et du CRIES. Jean-Marc Fontin, ici présent, a parlé d'accompagnement, ce qui me semble d'emblée questionner le rôle classique du chercheur. Donc, le chercheur est là pour accompagner. Donc, il y a, à mon avis, quelque chose qui questionne le rôle du chercheur. Quel est son rôle par rapport à l'objet, pas juste à l'objet d'étude, mais à l'objet, je dirais, d'intervention. Dans le New Deal de l'Est, le défi, à mon avis aussi, de ce que j'ai compris, je connaissais pas beaucoup ce projet, j'avais eu quelques échos, je suis allé rapidement lire, mais il n'y a pas énormément de matériel, ni en ligne, ni ailleurs, donc cette présentation était à peu près tout ce que j'ai pu avoir comme vous, j'imagine. Donc, dans le New Deal de l'Est, le défi, à mon avis, de travailler avec une grande variété d'acteurs différents. Des acteurs donc très différents entre eux, et aussi un enjeu qui me semblait émerger clairement, c'est l'enjeu des temporalités. Il y a des temporalités qui découlent aussi du politique, donc qui sont rapprochées sur des actions par contre qui sont dans le long terme. Donc la question des temporalités qui ne sont pas forcément alignées me semble être une question importante dans ce type de projet et plus spécifiquement dans ce projet. Encore comme le disait Jean-Marc Fontin, dans cet accompagnement, il y a un retour vers la recherche qui se fait. Moi, c'est ça que je pense que j'aimerais approfondir, j'aimerais comprendre un peu mieux, parce que j'estime intéressant, essentiel de définir, voire d'étudier plus précisément comment ce retour vers la recherche se concrétise. Parce que différemment des autres choses qu'on a fait et qu'on fait, ici, c'est vraiment pas un projet. Donc, vous faites de l'action, mais la réflexion vient, je veux dire, Benoît un peu l'avait dit, le moment de l'action et de la réflexion ne sont pas toujours conséquents. Des fois, il parlait, par exemple, agenda de bord, comment on dit ça, ouais? de journal de bord, merci. Les mots italiens sortent dans ma tête. Mais donc, des journaux de bord, donc il y a comme des méthodes presque je dirais, de l'ethnographie, peut-être que vous mettez en place. Mais c'est intéressant donc de voir comment, d'analyser, d'étudier comment le retour vers la recherche se concrétise. Donc, les formes de ce retour, mais aussi les défis. Par exemple, c'est quelque chose aussi qu'on disait beaucoup dans la recherche partenariale, mais à mon avis, ça se pose encore plus pour une intervention. La place qu'il peut avoir dans le monde académique, la reconnaissance que ce genre d'intervention peut avoir dans le monde académique. Entre autres, l'accueil dans les revues scientifiques. Je sais que ce n'est pas forcément le premier
outils que vous visez, mais quand même, à un moment donné, vous êtes des professeurs d'université. Donc, pour revenir au travail d'accompagnement des milieux, il est fondamental, mais ce travail d'accompagnement-là est fondamental, mais s'ajoute au travail plus classique du chercheur. Et à mon avis, il n'est pas du tout anodin que les chercheurs les plus impliqués dans ce projet soient en majorité des professeurs bien établis. Je ne fais pas référence à l'âge, je fais évidemment référence à l'expérience et à l'avancement dans la carrière. Ça me semble un élément important et pas anodin, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de prendre ces risques-là. Bon, vous avez aussi un chercheur un peu plus jeune, mais vous voyez le noyau donc, qui est René Audet, mais il me semble que le noyau soit fait de chercheurs expérimentés qui ont fait leurs preuves, qui ont eu... Oui, toi, tu es junior, on le sait. Hein? Mais ça, c'est aussi un peu un retour. Après, je fais une petite ouverture aux jeunes chercheurs, dans lequel je pense encore pour une année, je peux rentrer là-dedans. Après, je dois renoncer à déjà, hein, 40 ans, peut-être c'est trop tard pour être jeune chercheur, mais bref. Donc, c'est évidemment donc le rôle de ces chercheurs expérimentés, c'est évidemment parce qu'ils ont à disposition des outils et des connaissances, mais comme je disais, ils prennent aussi des risques que peut-être des professeurs en début de carrière ou même en milieu de carrière prennent moins. Donc ça me semble, sans parler forcément de sacrifice, mais ça me semble une contribution importante qu'ils font au milieu, en premier lieu, mais aussi à la science, au développement territorial, plus précisément. Ces connaissances qu'ils transforment en connaissances scientifiques, on ne sait pas trop à quel moment, et donc le processus, ça serait intéressant pour moi de le comprendre plus, mais ces connaissances qu'ils transforment en connaissances scientifiques dans le sens qu'ils intègrent les différents types de connaissances des acteurs, des institutions, des populations à la connaissance scientifique, sont fondamentales pour la recherche. On le sait déjà, mais encore plus dans le contexte actuel. Mais comme je disais, il faut, à mon avis, bien identifier les modèles de ce retour réflexif dans la recherche. Que pour l'instant, je ne sais pas si vous l'avez déjà défini, mais je pense que c'est là le nœud de la guerre, comme on dit, en bon québécois. Le nerf? OK. Tu vois, j'ai encore traduit une expression italienne. Ce matin, Benoît Lévesque a parlé de certaines similitudes entre le New Deal de l'Est et les ateliers de savoir partagé. Par exemple... mais aussi des différences. Par exemple, l'échelle territoriale entre le New Deal de l'Est et l'atelier de savoir partagé, même la nouvelle génération de ces ateliers est différente. Un projet, donc le New Deal de l'Est, qui se concentre sur les territoires en difficulté, mais des territoires relativement centraux et peut-être un peu plus homogènes. L'autre projet, l'atelier de savoir partagé, qui se concentre sur des territoires aussi en difficulté, mais des territoires plus périphériques et, à mon avis, moins homogènes. On a des cas, Saint-Camille faisait partie de la première expérience, mais Petit-Saguenay, mais aussi Bellechasse. C'est deux territoires ruraux, disons, mais avec un rapport à la périphérie, par exemple, qui est différent. Donc, la nouvelle génération d'ateliers de savoir partagé, à mon avis, a le mérite d'intégrer des territoires encore plus périphériques que, par exemple, le cas de Saint-Camille, comme des territoires comme le Saguenay, par exemple, qui sont traditionnellement considérés comme des régions ressources. Là, donc, cette question de la région ressource, de l'éloignement et qui ajoute une couche à la question est, à mon avis, très intéressante. Benoît Lévesque disait que le territoire dans l'Alliance de l'Est est plus important parce qu'il inclut au moins 7 arrondissements, ce qui rend ce cas, il disait, intéressant. Cependant, si j'ai bien compris, avec la nouvelle génération des ateliers de savoir partagé, le niveau d'observation
excusez, le niveau d'observation avec la nouvelle génération des ateliers de savoir partagé a monté d'échelle. Donc, le nouveau niveau d'observation est par exemple la MRC, dans le cas de Bellechasse. Je ne connais pas encore exactement ce que les collègues font dans le détail, mais je pense qu'étudier l'action de développement territorial au niveau des MRC me semble un fait très important et à mon avis, ce n'est pas beaucoup fait. Je ne parle pas juste évidemment de la MRC comme institution, mais de la MRC comme échelle territoriale. Parce que même si les MRC sont là depuis plusieurs années, on ne les considère pas toujours comme niveau d'analyse. Et cela surtout à cause du fait qu'on pense aux MRC surtout pour leur nature administrative. Mais cependant, à mon avis, il y a des véritables enjeux sociaux au niveau des MRC en tant que territoire et pas simplement comme niveau administratif. Cette importance des MRC se concrétise probablement encore plus pour les régions non métropolitaines et pour les territoires ruraux. Et c'est là aussi à cause, par exemple, des changements de gouvernance de 2015, les derniers qu'on a eus, avec la fermeture des CRE, la fermeture des centres locaux de développement, qui ont eu un impact important sur les équilibres entre les acteurs et aussi sur les modèles de développement territorial. Je pense aux territoires que je connais le plus, Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, mais aussi d'autres territoires comme Chaudière-Appalaches. Là, je sais que, par exemple, les CRE n'avaient pas toujours le même rôle. À Montréal, c'était différent par rapport à ces régions que je viens de mentionner. Mais la fin des CRE a eu un impact très important sur les acteurs. Au début, avec beaucoup de découragement, mais après, avec quelque chose qui s'est reproduit, une certaine revitalisation, et autour des MRC. Pas juste les MRC comme institution, mais autour des MRC, dans les MRC. Il y a quand même des choses qui ont émergé, des nouvelles reconfigurations. Il y a aussi un nouveau rôle pour les élus des MRC, pour les élus des municipalités et pour les MRC aussi. Ça, c'est pas toujours évident parce qu'ils sont aussi confrontés avec des nouvelles tâches qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, à mon avis, il y a aussi un besoin d'accompagnement là-dedans et d'expertise qu'ils n'ont pas toujours. Ils sont retrouvés à gérer des enveloppes, par exemple, en politique sociale, sur la jeunesse, etc., sans toujours forcément avoir les connaissances pour ça. Donc, au niveau des MRC, pour conclure, il y a eu des changements qui sont en restructuration et qui, à mon avis, n'ont pas encore assez été étudiés. Pour cette raison-là, je pense que la nouvelle génération des ateliers de savoir partagé, avec se concentrer sur la MRC de Bellechasse, me semble un élément très intéressant pour essayer de démêler tous ces processus en action. Maintenant, j'essaye, sans aller dans les détails évidemment de chaque présentation, de faire le lien avec ces deux projets, entre ces deux projets et les autres travaux qui ont été présentés par les jeunes chercheurs. Les apprentissages collectifs qui permettent ces deux expériences que j'ai mentionnées sont, à mon avis, utiles pour tous, pour les jeunes chercheurs, pour les chercheurs déjà en poste, parce qu'ils permettent pas juste de transformer la société, mais aussi de changer la portée de nos travaux. Au moins, il y a un potentiel. Et changer la portée de nos travaux, mais aussi d'alimenter ces travaux qu'on fait avec des nouvelles approches, avec des nouveaux outils. Ces travaux à des échelles différentes nous permettent de faire du sens dans les différents cas d'études que, par exemple, on fait souvent dans des projets de recherche, de tisser des liens. Les apprentissages tirés d'expériences comme les ateliers de savoir partagé, le New Deal de l'Est, permettent, à mon avis, aux chercheurs d'avoir des outils et de réfléchir sur comment augmenter les capacités d'agir des acteurs pour changer les modèles de développement et aller plus vers des questions de transition socio-écologique. Donc, ce que je demanderais aux chercheurs, aux collègues impliqués dans ces expériences, est aussi de penser, de nous donner, de réfléchir ensemble à des outils pour les chercheurs,
dans une époque, un moment historique aussi, il faut le reconnaître à mon avis, dans lequel je pense on demande beaucoup aux chercheurs, à la recherche, aux chercheurs qui sont présents dans la sphère publique. Il y a aussi, donc je suis conscient de ça, il y a aussi un risque de surcharger et de surresponsabiliser les chercheurs dont le travail et le pouvoir d'action a aussi plusieurs limites. Donc oui, vous êtes des acteurs du changement, mais je veux dire, vous n'avez pas carte blanche. Nous n'avons pas carte blanche parce qu'il y a aussi d'autres expériences qui sont importantes, comme celles sur lesquelles vous êtes impliqués. Donc, on se confronte aussi avec les limites de notre métier, de notre possibilité d'action. Et il y a aussi, je pense, nous, au département Société, Territoire, Développement à l'UQAR, moi, à la chaire, je reçois pratiquement toutes les semaines des appels de citoyens, d'acteurs communautaires, mais beaucoup, on est surpris, de citoyens qui nous demandent de les aider, de les accompagner. Et je vous avoue que souvent, on doit refuser ça parce qu'on n'a pas toujours outillé pour certaines choses. C'est pour ça que c'est important la présence d'acteurs comme le TIES et d'autres, même dans l'Est du Québec, il y a des acteurs comme le CIRAD qui font un travail similaire à celui de TIES. Mais je pense que c'est important aussi, oui, d'être enthousiaste pour ce genre de travail qu'on peut faire, mais aussi d'être conscient des limites que nous avons et du poids aussi que nos institutions, que les demandes nous mettent aussi. Donc, ce n'est pas pour pas me responsabiliser ou pour dire que le chercheur doit s'éloigner de ça. Au contraire, c'est bien de s'impliquer, mais je pense que c'est important de savoir les risques et tout. Donc, c'est pour ça que je pense que des chercheurs comme Juan Luis, Jean-Marc et Benoît, qui sont à une étape de leur carrière dans laquelle ils ont déjà fait des preuves et tout, c'est vraiment important et c'est pertinent qu'ils fassent ce travail-là. Pour conclure, l'expérience du New Deal de l'Est pour apporter et celle des ateliers du savoir partagé peut apporter une contribution novatrice à nos travaux grâce à tous les risques et difficultés qu'ils portent en soi et la réflexion qu'à partir de cette réalité peut en découler. En premier lieu, l'hétérogénéité des acteurs impliqués, compris les acteurs publics de différents niveaux, y compris l'État, qui semble ici avoir un rôle essentiel dans le New Deal de l'Est. L'État qui, à mon avis, des fois est l'éléphant dans la pièce, l'éléphant qu'on ne mentionne pas toujours directement dans le travail avec les communautés. Et je pense que pas invisibilité, mais cette discrétion avec laquelle on a dealé avec l'État, ça se voit aussi dans nos travaux, dans les travaux du CRISE, sans forcément prendre ça de manière négative, mais l'État était toujours en arrière-plan. Ici, dans le New Deal de l'Est, me semble un exemple et une occasion très intéressante parce que l'État, avec le gouvernement qu'aujourd'hui vous avez cité, mais aussi d'autres niveaux des acteurs publics, est très présent. Donc, pour finir, mes attentes par rapport à ces expériences, comme pour les autres projets qui s'intègrent dans le CRIEST, est évidemment de nourrir la réflexion sur l'innovation sociale et le développement territorial, de renforcer empiriquement et théoriquement le lien qui existe entre ces deux concepts, développement territorial et innovation sociale, qui, à mon avis, est encore flou. Et je le dis aussi comme titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur innovation sociale et développement territorial. Quand je l'ai monté, ça fait 3 ans, jadis, je me disais, je vais résoudre cette ambiguïté, mais je ne l'ai vraiment pas résolue et je pense qu'elle est encore à résoudre. On s'interroge avec Juan Luis au CRISE sur l'axe territoire, on fait aussi ce travail, mais je pense que ce genre d'expérience, d'études que vous faites, dans le cas de New Deal de l'Est, ça peut amener de la matière concrète à cette réflexion-là. Donc, avec
renforcer empiriquement et théoriquement le lien qui existe entre ces deux concepts qui sont le territoire et l'innovation sociale. Par exemple, pour la question des échelles, qui me semble une question très importante, mais qui est encore, à mon avis, à démêler. Je parle pour mes travaux, mais je pense que c'est peut-être une difficulté qu'on a un peu tous. Comment des initiatives localisées peuvent agir, être portatrices de transformation sociale à différentes échelles. Dans le domaine de l'innovation, il y a aussi, à mon avis, un besoin très important de renouveler les outils de recherche et collecte de données, les outils de co-construction des connaissances et les outils de mobilisation. Par exemple, la présentation de ce matin sur le design et l'innovation sociale a montré un intérêt de la part des chercheurs, mais aussi une sorte d'inconfort avec un concept auquel on n'est pas habitué, un intérêt aussi. Et ça démontre, à mon avis, le fait que nous, les chercheurs, on est conscients du fait que, déjà, on le fait. Je parle comme si rien n'était fait, mais beaucoup de choses ont été faites. Mais je pense qu'il y a un besoin aussi de renouveler nos manières de faire. C'est pour ça, je pense que dans les derniers 5-6 ans, il y a eu des expériences comme le TIES, Passarelle et tout ça, pour justement aller chercher des outils. Et je pense que vraiment ce besoin d'outils est fondamental et important dans peut-être la réflexion qui peut découler de tous les projets du CRIEST, pas juste des 2 projets sur lesquels on a mis en phase aujourd'hui, mais de tous les projets du CRIEST. C'est vraiment une réflexion pratique, théorique, mais aussi pratique autour de ces enjeux-là, les outils de mobilisation, mais aussi de collecte de données, comment aller vers le terrain, etc. Donc, je termine là. Il y aurait eu plein d'autres choses que j'aurais pu dire, mais je m'arrête là pour une question de respect envers l'audience. Merci.